De mystérieux hommes lézards. Il avait les bras et les jambes d'un être humain. Des statues représentant des êtres étranges. Leur visage présente les mêmes caractéristiques qu'un reptile. Et des grottes dont on raconte qu'elles abritaient des dieux serpents. Il existe de très nombreux récits où il est question de reptiliens vivant sur Terre et s'étant volatilisés. À travers les siècles, nombreux ont été les récits évoquant des créatures mi-hommes, mi-reptiles. Et s'il ne s'agissait pas que de fables? Si ces êtres étaient des visiteurs d'une autre planète? Il faut se demander s'il y a une part de vérité derrière ces légendes de présence de reptiliens sur Terre. Des millions de personnes à travers le monde pensent avoir été en contact avec des extraterrestres. Et s'ils disaient vrai? Des êtres venus d'ailleurs nous ont-ils aidés à forger notre histoire? Si oui, quel aurait été le rôle joué par ces mystérieuses entités appelées reptiliens? Nous sommes à Bishopville, en Caroline du Sud, une nuit du mois de juin 1988. Christopher Davis, âgé de 17 ans, vient d'être victime d'une crevaison. Il s'arrête sur le bord d'une route déserte dans une région marécageuse. Alors qu'il vient de terminer de changer sa roue, il entend un bruit derrière lui. Il distingue une créature étrange, mesurant plus de 2 mètres, avec des yeux rouges luisants courant vers lui. Le jeune homme démarre en trombe, mais la créature le rattrape et saute sur le toit de sa voiture. Il donne des coups de volant pour tenter de la faire tomber et voit une main à peau verte, munie de 3 doigts. La créature finit par être éjectée. Christopher prend la fuite. Il a roulé à toute allure, sans même se retourner, et est rentré chez lui. Il était dans un tel état de panique que ses parents ont appelé la police. C'est le shérif Liston Trousdale qui a pris sa déposition. Christopher a lui-même demandé à passer au détecteur de mensonges, ce qu'il a fait sans aucun problème. Christopher Davis déclare aux policiers avoir vu un homme lézard. Ce qui est intéressant, c'est que les policiers ont pris l'affaire très au sérieux. Cette rencontre entre un humain et un reptilien est sans doute l'une des plus connues, mais elle est loin d'être la seule. Les policiers ont recueilli plusieurs autres témoignages par la suite d'individus assurant avoir vu un homme lézard. Au printemps 1988, un pilote d'avion d'épandage, Frank Mitchell, dit avoir vu un homme lézard traverser la piste en herbe de son aérodrome un matin alors qu'il allait décoller. Deux ans plus tard, en 1990, Bertha Blazers et ses 5 enfants assurent avoir manqué de percuter un homme lézard pendant qu'il circulait sur la route des marais. Ces 3 incidents sont-ils liés? S'agit-il d'une simple coïncidence? Ou bien toutes ces personnes ont-elles vu le même homme lézard vivant dans les marais de Scape Ore? Serait-il possible qu'il existe une espèce inconnue vivant dans cette zone marécageuse et que des personnes l'aient aperçue? D'autres témoignages similaires sont signalés dans les années suivantes, non plus uniquement dans cette région, mais aussi dans le Tennessee, l'Illinois et en Autriche. Ces apparitions semblent s'étendre au monde entier, et déjà ceux qui les ont observées et qui les étudient leur donnent un nom. Les reptiliens. Pour les défenseurs de la théorie des anciens astronautes, ces témoignages sont bien plus que le fruit de l'imagination de ceux qui les ont vécus. En effet, à travers le monde entier, il est fait référence à des légendes évoquant des dieux serpents. En Amérique du Sud, Quetzalcoatl et Kukulkan sont considérés comme des dieux serpents. Au Japon et dans la Chine ancienne, il est question de dragons au pouvoir immense.
Il est tout à fait possible que dans les temps anciens, l'homme ait pu se trouver en présence de divinités à l'apparence reptilienne, d'une race éteinte. Ces récits de dieux serpents, nous les observons dans le monde entier. Pas seulement dans des zones géographiques précises, mais sur tous les continents et dans pratiquement toutes les cultures. On les trouve aussi bien en Inde qu'en Chine, en Grèce, en Angleterre, en Amérique du Nord et du Sud, en Afrique. Où que vous alliez dans le monde, vous trouverez des références directes à ces êtres à l'apparence de serpents descendus des cieux. Ce n'est donc pas, à mon avis, le fruit de notre imagination, et ce n'est certainement pas une coïncidence. Au-delà des mythes et légendes issus de la transmission orale, il existe des textes anciens évoquant eux aussi des êtres aux allures d'hommes-serpents. La Bible évoque une race reptilienne, les séraphins. On les trouve dans le livre d'Isaïe. De nombreuses hypothèses ont été émises sur ces êtres, mais tout porte à croire qu'il s'agit bien de reptiliens. Cette race a toujours été présente sur Terre. Certains sont bons, d'autres malfaisants. Selon les textes religieux, les reptiliens sont inexorablement liés à l'humanité et à l'histoire de notre planète. Dans la Genèse, par exemple, il est question d'un serpent qui va pousser Ève, la première femme, à goûter au fruit défendu, la pomme issue de l'arbre du savoir. Ève se laisse séduire par le serpent. Elle mange la pomme qui lui est tendue et bouleverse l'histoire de l'humanité. Adam et Ève sont chassés du jardin d'Éden. Quant au serpent, en guise de pénitence, il sera condamné à ramper sur le sol pour avoir osé braver la volonté de Dieu. On comprend en lisant la Genèse qu'avant d'être condamné à ramper par Dieu, le serpent avait une forme totalement humanoïde. Ce serpent était en fait un Nahash, l'une des races reptiliennes au service du Tout-Puissant. Quand on entend ces histoires, de notre point de vue moderne, on peut être effrayé à l'idée de voir ces êtres aux allures de reptiles, ces humanoïdes au visage de vipères. Si, comme le pensent les défenseurs de la théorie des anciens astronautes, le serpent du Jardin d'Éden était bien un extraterrestre reptilien, en existe-t-il dans d'autres cultures? Il existe dans le Coran des créatures fascinantes appelées les djinns. Ce sont des êtres apparus sur Terre bien avant les humains. Ils sont une catégorie à part entière, différente de celle des anges. Iblis, le chef des djinns, aurait à un moment offensé Dieu. Pour pénitence, il aurait été condamné, tout comme le serpent du Jardin d'Éden, à demeurer pour l'éternité à plat ventre contre le sol. Il serait depuis resté coincé sur Terre. À travers le bassin méditerranéen et le Proche-Orient, de nombreuses croyances rapportent que les serpents, les lézards et autres reptiles ont des pouvoirs surnaturels ou seraient l'incarnation de l'esprit des ancêtres. On considère donc comme un signe de malchance de tuer un reptile, parce qu'il se pourrait qu'il s'agisse d'un djinn ou d'un autre être surnaturel venu vous rendre visite. Les djinns, Kukulkan, le serpent du Jardin d'Éden. Tous ces récits évoquant des hommes serpents et ayant à ce point influencé l'humanité pourraient-ils être basés sur des faits? Et s'ils sont partie prenante dans l'histoire des hommes depuis des milliers d'années, d'où viennent-ils? S'agit-il de créatures extraterrestres venues sur Terre depuis une autre planète? Ou bien vivaient-ils tout simplement sous nos pieds? En juin 1934, le Los Angeles Times publie un article au titre intrigant « À la recherche de la ville souterraine du peuple lézard ». Un ingénieur des mines, G. Warren Sheffield, prétend avoir découvert tout un labyrinthe de galeries et de tunnels serpentant sous les rues du centre de Los Angeles.
Warren Schuffelt était un ingénieur des mines ayant inventé un appareil permettant de découvrir des gisements d'or grâce aux rayons X. Cet appareil était capable de cartographier tout un réseau de galeries souterraines. Les cartes du chercheur établissent 16 points où se trouveraient des gisements d'or. Mais ce n'est qu'après une rencontre avec un homme médecin Hopi que Warren Schuffelt va se faire connaître du grand public. Un sorcier indien de la tribu Hopi vivant en Arizona lui a parlé de cette vieille légende racontant qu'il existait 3 villes sur la côte ouest des États-Unis. Des villes construites entièrement sous le sol. Selon cette légende, il y a 5000 ans, une pluie de météores s'est abattue sur Terre. Les hommes lézards se seraient réfugiés sous terre. Ils auraient creusé un réseau de galeries se trouvant sous l'actuel Los Angeles. Toujours d'après la légende, les hommes lézards auraient creusé de vastes pièces permettant d'accueillir des milliers de familles grâce à une technologie avancée et à un processus chimique permettant de creuser la roche. Warren Schuffelt a obtenu l'autorisation de la ville d'effectuer des fouilles pour trouver ces galeries. Nul doute que les autorités locales étaient très intéressées par les gisements d'or censés s'y trouver. L'ingénieur creuse alors un puits de 170 mètres après s'être engagé à céder 50% de son éventuel trésor à la ville. Warren Schuffelt était un excellent ingénieur des mines. Manifestement, il avait des contacts au Los Angeles Times. Le journal a suivi de très près ses aventures. Cette histoire a littéralement captivé le grand public. Après avoir passé un mois à creuser en vain, Warren Schuffelt et son équipe sont à court d'argent. Ils n'ont d'autre choix que d'arrêter les recherches. Mais la rumeur de l'existence de ces galeries persiste. On nous parle d'une communauté vivant sous terre, dans un vaste complexe de tunnels et de salles. Alors on est en droit de se demander si ces êtres sont des extraterrestres reptiliens ayant pris le contrôle de notre planète et vivant cachés. Ça peut paraître incroyable, mais certains récits tendent à le démontrer. Est-il possible que des êtres mi-hommes, mi-lézards, à l'intelligence supérieure, vivent terrés dans le sous-sol de Los Angeles? S'y trouve-t-il encore? Le plus étonnant est que des légendes similaires existent un peu partout dans le monde. Varanasi, en Inde. Au cœur de cette ville se trouve le puits de Sheshna, qui, selon la légende hindoue, est l'entrée de la cité souterraine des Nagas. Une race d'hommes-serpents, connue à travers toute la culture orientale. Ce puits dont parle tant de légendes, le puits de Sheshna, serait l'un des portails menant à une ville cachée dans les profondeurs, Patala. Elle serait peuplée de Nagas. C'est une cité synonyme de puissance, de mystère et de danger à laquelle seuls les dieux peuvent accéder. Patala est le monde souterrain dans la mythologie hindoue. Parmi les êtres qui y vivaient, on trouve des reptiliens, les Nagas. Il s'agit de demi-dieux, tout droit descendus du paradis, pour offrir aux hommes certaines qualités et leur servir de tuteurs. Ils ne sont pas diaboliques au sens où la culture judéo-chrétienne l'entendrait. Les défenseurs de la théorie des anciens astronautes constatent la ressemblance troublante entre les Nagas et les hommes lézards de la tradition Hopi, vivant eux aussi sous terre. Il existe peut-être un lien entre les Nagas, ces êtres aux allures de serpents, et les reptiliens Hopi. En tout cas, il y a un certain nombre de points communs. Ces êtres sont tantôt craints, tantôt vénérés. Et ils semblent avoir une influence directe sur l'humanité. Peut-il s'agir d'une coïncidence si des légendes à ce point similaires, évoquant des reptiliens vivant dans des cités souterraines, existent aux 4 coins du monde? Peut-on imaginer que ces êtres remontent régulièrement à la surface pour interagir avec l'humanité?
certaines reliques des toutes premières civilisations humaines sont peut-être des indices. En 1923, dans le bassin du Tigre et de l'Euphrate, Sir Leonard Woolley, un archéologue britannique, mène des fouilles pour découvrir l'une des plus anciennes communautés agricoles au monde, remontant à 5900 avant Jésus-Christ, les Ubaïdes. Parmi les vestiges, il découvre des objets d'argile très étranges. Outre les ruines et les outils, il a trouvé de petites sculptures en argile assez étranges. Ces personnages-là n'avaient pas l'air d'être humains. Ils avaient sur le visage des traits évoquant plutôt un reptile. Est-il possible que les Sumériens aient fait référence à une autre espèce vivant à leur côté à cette époque-là? Beaucoup d'historiens ont cherché à établir la signification de ces statuettes. La plupart estiment qu'il s'agit de dieux sumériens. Mais pour les défenseurs de la théorie des anciens astronautes, l'explication pourrait être tout autre. Ces figurines présentent ce que l'on appelle des yeux en grains de café. Leur crâne est de forme allongée. Cela correspond à la description des extraterrestres reptiliens. On en voit nourrissant des enfants au sein, faire des actes de la vie humaine quotidienne, des choses que les dieux ne feraient pas. C'est un peu comme si les reptiliens imitaient notre mode de vie. Morphologiquement, tout indique qu'il s'agit de reptiliens. Mais jamais nous ne les avions vus faire ce genre de gestes du quotidien, quelle que soit la région du monde. C'est ce qui nous pousse à nous demander s'ils ne sont pas entrés en contact direct avec nous. Mais que sont ces étranges créatures? D'où les reptiliens, qui ont été vus par des centaines de témoins tout au long de notre histoire, peuvent-ils venir? Les défenseurs de la théorie des anciens astronautes pensent qu'il faut revenir non pas des milliers, mais des millions d'années en arrière. Ottawa, Canada, 1982. Dale Russell, paléontologue et conservateur de la collection de fossiles vertébrés du National Museum, publie une étude basée sur l'extrapolation de l'évolution de dinosaures bipèdes à cerveau développé. Il cherche à imaginer à quoi ressemblerait ce type de dinosaure s'il avait survécu à l'extinction de masse survenue il y a quelques 65 millions d'années. Il s'est basé sur un dinosaure particulier, le troudon. En observant les changements morphologiques sur sa structure osseuse, il s'est mis à imaginer ce que ça aurait pu donner s'il avait évolué davantage. Ce qui est très intriguant, c'est que finalement, il a obtenu une créature ressemblant à s'y méprendre à un humanoïde reptilien tel qu'il avait pu être décrit par des témoins ou tel qu'on peut le voir dans certains objets d'art anciens. Pour moi, c'est l'une des preuves scientifiques les plus irréfutables qui permettent de dire que oui, c'est possible. Si les dinosaures n'avaient pas disparu, ils seraient devenus ce qu'il appelle un dinosauroïde, un être mi-humanoïde, mi-reptilien, se tenant debout et que l'on aurait pu appeler reptoïde. Il aurait pu mesurer dans les 1,50 m, peser autour de 40 kg et avoir un cerveau très développé. Reste à savoir si ces êtres ont vraiment existé. Et si les dinosaures avaient poursuivi leur règne? Et s'ils avaient réussi à survivre au présumé cataclysme qui les aurait exterminés il y a 65 millions d'années? Au fil du temps, grâce à la sélection naturelle, ils se seraient développés, ils auraient grandi, ils seraient devenus plus intelligents, ils se seraient adaptés et ils auraient pris une forme humanoïde. Les reptiliens ne sont pas forcément des êtres venus d'une autre planète. Peut-être qu'il s'agit tout simplement de nos ancêtres, vivant sur Terre depuis des millions et des millions d'années. Si les reptiliens existent, seraient-ils les descendants des dinosaures ayant peuplé la Terre il y a des millions d'années? Nous ne cessons de progresser dans l'étude des dinosaures. Nous faisons pour ainsi dire de nouvelles découvertes chaque année qui révolutionnent ce que l'on sait de ces animaux. Ces 20 ou 30 dernières années, le nombre de découvertes que nous avons faites est considérable.
Nous en savons désormais beaucoup plus. Nous pouvons donc affirmer que les dinosaures ne se sont pas réellement éteints. Ils ont évolué et sont devenus des volatiles. Grâce à ce lien de parenté, nous pouvons dire qu'ils sont encore parmi nous. Nous avons pu établir que tous les dinosaures n'ont pas disparu. Certains ont survécu et sont devenus des oiseaux, des êtres à sang chaud, alors que l'on a toujours pensé que les dinosaures avaient le sang froid. Et même si on ne considère pas aujourd'hui que les oiseaux appartiennent à la famille des dinosaures, ils représentent la lignée de ces animaux préhistoriques ayant survécu au cataclysme il y a 65 millions d'années. Serait-il possible que d'autres dinosaures aient évolué en parallèle des hommes, dans des galeries souterraines, et que nous les prenions pour des extraterrestres lorsque nous les rencontrons? En général, les paléontologues assurent que les dinosaures ont été éradiqués il y a 65 millions d'années. Mais il est tout à fait possible qu'une petite partie de ces créatures ait trouvé un endroit où survivre jusqu'à aujourd'hui. La plupart des victimes d'enlèvements dits extraterrestres parlent de petits gris et de grands humanoïdes. Il n'y en a que très peu qui font référence aux reptoïdes. Il est donc possible que ces êtres aient survécu, si ce n'est sur Terre, peut-être sur une autre planète. Si des extraterrestres se sont rendus sur notre planète à l'époque de notre préhistoire, quelle surprise ça a dû être pour eux de découvrir un endroit apte à supporter la vie et avec tant de ressources naturelles. Ils y auraient alors sûrement vu un endroit à coloniser, ou peut-être le laboratoire idéal pour tenter des expériences avec des espèces animales qu'ils étaient en train de concevoir. Ils ont peut-être manipulé l'ADN des dinosaures, dans le but d'entraîner certaines mutations. Et en se livrant à ce type de manipulation génétique avancée, ils ont peut-être même fait en sorte d'altérer l'évolution des dinosaures, pour favoriser le développement des mammifères. Les anciens astronautes ont-ils pu manipuler l'ADN des reptiles et des mammifères terrestres? Ces expériences auraient-elles pu aboutir à une hybridation donnant vie à une espèce mi-humaine, mi-reptile vivant sous terre? Il est tout à fait possible que la civilisation reptilienne ait croisé la nôtre. Les dinosaures ayant vécu il y a des millions d'années, nous ne savons qu'assez peu de choses sur eux. Les nombreuses références faites par diverses cultures à des êtres de forme reptilienne ou serpentoïde peuvent être un indice d'une variation génétique subie par les dinosaures et ayant entraîné leur évolution. Si des extraterrestres ont favorisé l'évolution des reptiles, comme celle des êtres humains, il se peut que leurs gènes se soient un jour croisés. C'est ce que semblent en tout cas démontrer certaines particularités de notre anatomie. Nous sommes au Pendjab, en 2001. Balaji, un petit garçon, est né avec une étrange malformation. Une queue de 12 cm. Les habitants de la région, persuadés d'y voir un signe divin, se prêchent chez lui pour lui faire des offrandes de toute nature, en espérant que leurs vœux seront exaucés. Il était tout à fait normal, hormis cette queue d'apparence reptilienne située à la base de sa colonne vertébrale. S'il était adulé, c'est que certaines légendes parlaient d'êtres munis d'une queue comme la sienne. Les gens l'ont tout simplement pris pour la réincarnation d'un dieu. Depuis le 19e siècle, plus de 100 cas de malformations de ce type ont été rapportés. L'embryon humain, au tout début de son développement, possède d'ailleurs une queue qui disparaît en général avant le terme de la grossesse. On observe depuis très longtemps des similitudes entre le développement embryonnaire de plusieurs espèces. Darwin a remarqué que des espèces relativement proches avaient des embryons quasiment identiques. Ce n'est qu'à un stade de développement plus élevé que de véritables différences propres à chaque espèce apparaissent enfin.
Avec leur appendice caudal, nos embryons ressemblent à s'y méprendre à ceux de beaucoup d'autres espèces vertébrées, surtout dans les premiers stades de leur développement. Si l'on remonte assez loin, les humains et les reptiles partagent un ancêtre commun. Il faut revenir 300 millions d'années en arrière, et l'on peut retrouver un groupe se trouvant à la racine de l'évolution de deux branches. L'une va mener aux reptiles et aux oiseaux, et l'autre va mener à un certain nombre de mammifères, parmi lesquels nos ancêtres, ceux qui sont à la base de notre évolution. Tout porte à croire que cette division génétique serait survenue il y a quelques 250 millions d'années. Nous avons tous grandi en pensant que les reptiles étaient les parents les plus proches des dinosaures. On sait aujourd'hui que ce n'est pas tout à fait vrai. Le tyrannosaure, par exemple, n'est autre que l'ancêtre de la poule. Il a fallu revenir en arrière et observer comment l'évolution a métamorphosé certains animaux. Certains mammifères ressemblaient à des reptiles, à des sortes de lézards à fourrure. Ce que nous apprend l'évolution, c'est qu'en fait, au-delà de toute espèce, nous sommes tous liés. Il existe d'autres malformations génétiques tendant à démontrer le passé génétique reptilien des êtres humains, comme l'ichthyose, une maladie de la peau lui donnant une apparence écailleuse. Il y a également les cas de syndactylie et d'électrodactylie, où l'on voit des doigts soudés ou en forme de pince. Et si l'on en croit la Bible, Noé, le bâtisseur de l'arche, aurait été le premier homme à ne pas avoir les mains palmées. La légende raconte qu'avant l'époque de Noé, tous les hommes naissaient avec les mains palmées, comme les reptiles. Mais Noé serait né sans cette particularité, ce qui constituait un signe de ce qui devait arriver. Existait-il une époque où les caractéristiques reptiliennes prévalaient sur les caractéristiques humaines? Il existe dans de nombreuses cultures un lien entre le sang reptilien et la royauté. D'après la légende, Alexandre le Grand a été engendré par un dragon. Au Japon, Jimmo, le fondateur de la dynastie impériale, est présenté comme l'arrière-petit-fils d'un dieu dragon. Et en Chine, on raconte que d'anciens empereurs avaient l'apparence de dragons. Serait-il possible que ces personnages soient issus d'une lignée en lien plus direct avec d'éventuels ancêtres reptiliens? La notion de sang royal indique que l'hérédité du pouvoir dans certaines dynasties tenait avant tout de la qualité du sang des héritiers et probablement de la prédominance génétique d'une ancienne race reptilienne. Nous devons nous poser cette question. Pourquoi, à de si nombreuses reprises dans l'histoire humaine, des familles se sont prétendues supérieures au reste de l'humanité de par leur sang et ont pu régner sur les autres? Pourquoi les empereurs chinois se disaient descendants directs des dieux serpents? Pourquoi les rois Mèdes de l'actuel Iran se faisaient appeler dynastie dragon de Médie? Pourquoi de tels faits se répètent aussi souvent à travers toute l'histoire de l'humanité? Existe-t-il un vrai lien entre le sang reptilien et la royauté? Et d'une manière plus générale, des indices probants de nos liens génétiques avec les reptiles existent-ils? Il se pourrait bien que la réponse se trouve au plus profond de notre cerveau. En janvier 1977, Carl Sagan, un scientifique reconnu, publie « Les dragons de l'Éden », spéculation sur l'évolution de l'intelligence humaine, qui lui vaudra le prix Pulitzer. Dans ce livre, il explore les théories avancées par Paul MacLean, un neuroscientifique liant certaines parties de notre cerveau à différentes périodes temporelles. Paul MacLean a démontré que le cerveau pouvait être divisé en 3 parties distinctes. L'une de ces parties est appelée complexe reptilien. Il existe également le complexe paléomammalien, qui sera ensuite rebaptisé système limbique, et le troisième, le système néomammalien.
Ce qu'il est important de retenir, c'est que ces 3 zones correspondent à 3 périodes données de l'évolution de notre cerveau. Selon Paul MacLean, la partie la plus ancienne est celle appelée cerveau reptilien. C'est une réminiscence de l'époque où nous avons évolué à partir de reptiles. Le complexe reptilien, qui regroupe les noyaux gris centraux, serait lié à l'agressivité ou à la territorialité dont nous pouvons faire preuve. Des comportements que nous associons aux espèces reptiles. Si l'homme n'avait que son cerveau reptilien, il n'agirait que par instinct, sans aucune réflexion. Il serait capable de tuer n'importe qui pour manger. Il serait également capable de violer la première femme venue. La pensée n'aurait plus aucune emprise sur lui. Carl Sagan estimait qu'il fallait se concentrer sur ce cerveau reptilien puisqu'il était le centre de tout le comportement agressif dont l'homme peut faire preuve, surtout à une époque où nous étions confrontés à de nombreuses guerres. À cette époque, les gouvernements faisaient en sorte d'exacerber nos peurs et nos instincts primitifs. Est-il possible que la partie reptilienne de notre cerveau ait certaines malformations comme les queues humaines, la peau en écaille ou les doigts fusionnés soit la preuve que nous avons évolué à partir d'espèces reptiliennes préhistoriques? Est-ce la démonstration que non seulement les reptiliens existent, mais qu'ils partagent une grande partie de leur gènes avec nous? Les défenseurs de la théorie des anciens astronautes pensent que la réponse peut se trouver dans des textes religieux décrivant des entités humanoïdes aux allures de reptiles. Nag Hammadi, Égypte, décembre 1945. Un fermier découvre des amphores en terre cuite contenant 13 rouleaux de papyrus lacés par une lanière de cuir. Ces rouleaux, connus sous le nom de bibliothèque de Nag Hammadi, ont été écrits par les gnostiques, des chrétiens de la première heure, au tout premier siècle de notre ère. Ces mystérieux textes contiennent les évangiles de Thomas et Philippe, ainsi que plusieurs autres inconnus jusque-là. On y trouve également des poèmes, des instructions pour des cérémonies mystiques et une description des origines de l'univers. Ces codex ont permis de faire la lumière sur un certain nombre de textes et de récits bibliques. Il y est fait mention d'une race de créatures étranges, connue sous le nom d'Archons. Nous ne savons toujours pas d'où ils pouvaient venir. Mais ce qui est intéressant, c'est que la description qui en est faite correspond à l'image que nous avons des reptiliens. Nous pouvons alors imaginer que ces deux créatures mystérieuses seraient issues d'une seule et même race. Il s'agissait d'êtres agissant comme des robots, et donc facilement prévisibles. Dans la mesure où il s'agit d'une caractéristique assez présente chez les reptiles, on peut dès lors se demander si ce n'est pas ce patrimoine génétique qui nous pousse parfois à agir de façon mécanique, sans émotion, un peu comme un ordinateur. Si l'on considère que c'est la partie reptilienne de notre cerveau qui entraîne chez nous notre côté impulsif et agressif, il est tout à fait possible que ces récits issus des codex de Nag Hammadi décrivent des êtres humanoïdes. Dès lors, nos traits reptiliens pourraient nous avoir été inculqués par une manipulation génétique. La plupart des gens considèrent que le Jardin d'Éden est un récit unique en son genre. Mais on en trouve de similaires un peu partout dans le monde. On a tendance à croire que le sujet est la création d'Adam et Ève. Mais si je me base sur mes recherches, je pense que ce n'est pas tout à fait ça. À mon avis, il s'agit du récit du moment où la génétique humaine a été manipulée par une puissance extraterrestre. À partir de cet instant, l'homme est devenu un hybride. Son génome a été modifié à partir de celui des Archons, qui sont symboliquement représentés dans la Bible par le serpent du Jardin d'Éden.
On peut tout à fait imaginer que l'être ayant approché Ève dans le jardin d'Éden puisse être une sorte de reptilien. D'ailleurs, beaucoup sont persuadés que le jardin d'Éden était en fait une sorte de laboratoire, où des extraterrestres se sont livrés à des expériences pour nous créer de toutes pièces. J'ai bien conscience que ça peut paraître totalement fou. Mais si vous prenez un peu de recul, et si vous vous basez sur tous les témoignages recueillis, en faisant preuve d'ouverture d'esprit, vous pourriez arriver à la même conclusion. Les humains seraient-ils le produit d'une manipulation génétique perpétrée par des extraterrestres? Nos ancêtres seraient-ils issus d'une race hybride à la fois humaine et reptilienne? C'est ce que pensent les défenseurs de la théorie des anciens astronautes. Et non seulement ces reptiliens étaient là il y a des millions d'années, mais ils continueraient à vivre à nos côtés, encore à ce jour. Eugène, État de l'Oregon, 1982. Wes Penry se réveille dans sa chambre. Il est glacé et ne peut pas bouger. Il dit avoir vu à l'autre bout de sa chambre une créature verte, de stature athlétique, sans aucun poil et avec des yeux rouges luisants. Il est terrifié, mais l'instant d'après, la créature disparaît. Au début des années 80, j'ai remarqué que le nombre de témoignages de gens prétendant avoir été en contact avec les petits gris diminuait. On ne parlait plus non plus des blondes nordiques des années 50. Ces témoignages avaient évolué. Les victimes décrivaient des reptiliens. En d'autres termes, des humanoïdes ayant un certain nombre de caractéristiques reptiliennes. Ces témoignages comptaient parmi les plus vraisemblables que j'ai jamais eu l'occasion d'étudier. Il fallait voir le nombre de gens qui se réveillaient en plein milieu de la nuit, totalement gelés, incapables de bouger, et faisant face à ces créatures reptiliennes de près de 2,50 m, semblant flotter au-dessus d'eux. Toutes les personnes ayant raconté avoir fait ces rencontres partagent un sentiment de profonde hostilité. En fait, on pourrait imaginer que ces gens ont eu tellement peur qu'ils ont pensé que les reptiliens étaient des êtres hostiles. Ce serait un angle de vue intéressant. Le fait qu'ils aient l'air féroces et intimidants ne veut pas nécessairement dire qu'ils le soient. Leurs intentions sont peut-être louables. Ces nombreux témoignages constituent-ils la preuve que nos ancêtres reptiliens existent encore? Si oui, pourquoi entrent-ils en contact avec nous? Les intentions des reptiliens sont simples. Depuis des millions et des millions d'années, ils cherchent à s'immiscer sur Terre, à infiltrer la société humaine pour la faire changer à son image. Ils veulent centraliser le pouvoir entre les mains de ceux qui servent leurs intérêts afin de pouvoir tout diriger. Il faut se demander quel rôle jouent les reptiliens sur notre planète. Est-ce qu'ils ont été contraints à se réfugier dans les profondeurs de la Terre en étant chassés par une autre race extraterrestre? Est-ce que ces deux espèces se sont livrées bataille, avec pour enjeu la prise de contrôle de notre planète? Ce n'est pas parce que les reptiliens nous font peur qu'ils ont pour autant l'intention de tous nous exterminer. Rien n'est moins sûr. On pourrait aussi imaginer que nous sommes une sorte de bétail. Quel intérêt ils auraient à nous éradiquer? Par contre, si nous leur sommes utiles, ils peuvent nous garder captifs comme un troupeau. Je ne pense pas que les reptiliens soient hostiles. Nous ne sommes pas leurs esclaves, nous sommes libres, nous pouvons faire tout ce que nous voulons. Il serait un peu trop facile de dire que si les reptiliens sont parmi nous, c'est uniquement pour nous asservir et s'approprier notre planète.
Je pense qu'il est important de souligner que ce qui unit les humains et les reptoïdes, c'est le fait que nos deux espèces partagent un héritage commun. Et même si nous paraissons très différents, ce n'est pas ce qui importe le plus. Nous pouvons vivre ensemble sur la même planète. Nous aurions beaucoup à apprendre d'une espèce extraterrestre. Ce serait un énorme avantage pour nous de vivre à leur côté. Ces créatures aux allures mi-humaines, mi-reptiles existent-elles vraiment? Si oui, viennent-elles d'une autre planète? Ont-elles des intentions belliqueuses envers nous? Ou bien sont-elles tout simplement des cousins éloignés avec lesquels nous pourrions nous unir pour partager un avenir radieux? De mystérieux hommes lézards. Il avait les bras et les jambes d'un être humain. Des statues représentant des êtres étranges. Leur visage présente les mêmes caractéristiques qu'un reptile. Et des grottes dont on raconte qu'elles abritaient des dieux serpents. Il existe de très nombreux récits où il est question de reptiliens vivant sur Terre et s'étant volatilisés. À travers les siècles, nombreux ont été les récits évoquant des créatures mi-hommes, mi-reptiles. Et s'il ne s'agissait pas que de fables? Si ces êtres étaient des visiteurs d'une autre planète? Il faut se demander s'il y a une part de vérité derrière ces légendes de présence de reptiliens sur Terre. Des millions de personnes à travers le monde pensent avoir été en contact avec des extraterrestres. Et s'ils disaient vrai? Des êtres venus d'ailleurs nous ont-ils aidés à forger notre histoire? Si oui, quel aurait été le rôle joué par ces mystérieuses entités appelées reptiliens? Nous sommes à Bishopville, en Caroline du Sud, une nuit du mois de juin 1988. Christopher Davis, âgé de 17 ans, vient d'être victime d'une crevaison. Il s'arrête sur le bord d'une route déserte dans une région marécageuse. Alors qu'il vient de terminer de changer sa roue, il entend un bruit derrière lui. Il distingue une créature étrange, mesurant plus de 2 mètres, avec des yeux rouges luisants courant vers lui. Le jeune homme démarre en trombe, mais la créature le rattrape et saute sur le toit de sa voiture. Il donne des coups de volant pour tenter de la faire tomber et voit une main à peau verte, munie de 3 doigts. La créature finit par être éjectée. Christopher prend la fuite. Il a roulé à toute allure, sans même se retourner, et est rentré chez lui. Il était dans un tel état de panique que ses parents ont appelé la police. C'est le shérif Liston Trousdale qui a pris sa déposition. Christopher a lui-même demandé à passer au détecteur de mensonges, ce qu'il a fait sans aucun problème. Christopher Davis déclare aux policiers avoir vu un homme lézard. Ce qui est intéressant, c'est que les policiers ont pris l'affaire très au sérieux. Cette rencontre entre un humain et un reptilien est sans doute l'une des plus connues, mais elle est loin d'être la seule. Les policiers ont recueilli plusieurs autres témoignages par la suite d'individus assurant avoir vu un homme lézard. Au printemps 1988, un pilote d'avion d'épandage, Frank Mitchell, dit avoir vu un homme lézard traverser la piste en herbe de son aérodrome un matin alors qu'il allait décoller. Deux ans plus tard, en 1990, Bertha Blazers et ses 5 enfants assurent avoir manqué de percuter un homme lézard pendant qu'il circulait sur la route des marais. Ces 3 incidents sont-ils liés? S'agit-il d'une simple coïncidence? Ou bien toutes ces personnes ont-elles vu le même homme lézard vivant dans les marais de Scape Ore? Serait-il possible qu'il existe une espèce inconnue vivant dans cette zone marécageuse et que des personnes l'aient aperçue?
D'autres témoignages similaires sont signalés dans les années suivantes, non plus uniquement dans cette région, mais aussi dans le Tennessee, l'Illinois et en Autriche. Ces apparitions semblent s'étendre au monde entier, et déjà ceux qui les ont observées et qui les étudient leur donnent un nom. Les reptiliens. Pour les défenseurs de la théorie des anciens astronautes, ces témoignages sont bien plus que le fruit de l'imagination de ceux qui les ont vécus. En effet, à travers le monde entier, il est fait référence à des légendes évoquant des dieux serpents. En Amérique du Sud, Quetzalcoatl et Kukulkan sont considérés comme des dieux serpents. Au Japon et dans la Chine ancienne, il est question de dragons au pouvoir immense. Il est tout à fait possible que dans les temps anciens, l'homme ait pu se trouver en présence de divinités à l'apparence reptilienne, d'une race éteinte. Ces récits de dieux serpents, nous les observons dans le monde entier. Pas seulement dans des zones géographiques précises, mais sur tous les continents et dans pratiquement toutes les cultures. On les trouve aussi bien en Inde qu'en Chine, en Grèce, en Angleterre, en Amérique du Nord et du Sud, en Afrique. Où que vous alliez dans le monde, vous trouverez des références directes à ces êtres à l'apparence de serpents descendus des cieux. Ce n'est donc pas, à mon avis, le fruit de notre imagination, et ce n'est certainement pas une coïncidence. Au-delà des mythes et légendes issus de la transmission orale, il existe des textes anciens évoquant eux aussi des êtres aux allures d'hommes-serpents. La Bible évoque une race reptilienne, les séraphins. On les trouve dans le livre d'Isaïe. De nombreuses hypothèses ont été émises sur ces êtres, mais tout porte à croire qu'il s'agit bien de reptiliens. Cette race a toujours été présente sur Terre. Certains sont bons, d'autres malfaisants. Selon les textes religieux, les reptiliens sont inexorablement liés à l'humanité et à l'histoire de notre planète. Dans la Genèse, par exemple, il est question d'un serpent qui va pousser Ève, la première femme, à goûter au fruit défendu, la pomme issue de l'arbre du savoir. Ève se laisse séduire par le serpent. Elle mange la pomme qui lui est tendue et bouleverse l'histoire de l'humanité. Adam et Ève sont chassés du jardin d'Éden. Quant au serpent, en guise de pénitence, il sera condamné à ramper sur le sol pour avoir osé braver la volonté de Dieu. On comprend en lisant la Genèse qu'avant d'être condamné à ramper par Dieu, le serpent avait une forme totalement humanoïde. Ce serpent était en fait un Nahash, l'une des races reptiliennes au service du Tout-Puissant. Quand on entend ces histoires, de notre point de vue moderne, on peut être effrayé à l'idée de voir ces êtres aux allures de reptiles, ces humanoïdes au visage de vipères. Si, comme le pensent les défenseurs de la théorie des anciens astronautes, le serpent du jardin d'Éden était bien un extraterrestre reptilien, en existe-t-il dans d'autres cultures? Il existe dans le Coran des créatures fascinantes appelées les djinns. Ce sont des êtres apparus sur Terre bien avant les humains. Ils sont une catégorie à part entière, différente de celle des anges. Iblis, le chef des djinns, aurait à un moment offensé Dieu. Pour pénitence, il aurait été condamné, tout comme le serpent du jardin d'Éden, à demeurer pour l'éternité à plat ventre contre le sol. Il serait depuis resté coincé sur Terre. À travers le bassin méditerranéen et le Proche-Orient, de nombreuses croyances rapportent que les serpents, les lézards et autres reptiles ont des pouvoirs surnaturels ou seraient l'incarnation de l'esprit des ancêtres. On considère donc comme un signe de malchance de tuer un reptile, parce qu'il se pourrait qu'il s'agisse d'un djinn ou d'un autre être surnaturel venu vous rendre visite. Les djinns, Kukulkan, le serpent du jardin d'Éden.
Tous ces récits évoquant des hommes serpents et ayant à ce point influencé l'humanité pourraient-ils être basés sur des faits? Et s'ils sont partie prenante dans l'histoire des hommes depuis des milliers d'années, d'où viennent-ils? S'agit-il de créatures extraterrestres venues sur Terre depuis une autre planète? Ou bien vivaient-ils tout simplement sous nos pieds? En juin 1934, le Los Angeles Times publie un article au titre intrigant. À la recherche de la ville souterraine du peuple lézard. Un ingénieur des mines, G. Warren Schoffelt, prétend avoir découvert tout un labyrinthe de galeries et de tunnels serpentant sous les rues du centre de Los Angeles. Warren Schoffelt était un ingénieur des mines ayant inventé un appareil permettant de découvrir des gisements d'or grâce aux rayons X. Cet appareil était capable de cartographier tout un réseau de galeries souterraines. Les cartes du chercheur établissent 16 points où se trouveraient des gisements d'or. Mais ce n'est qu'après une rencontre avec un homme médecin Hopi que Warren Schoffelt va se faire connaître du grand public. Un sorcier indien de la tribu Hopi vivant en Arizona lui a parlé de cette vieille légende racontant qu'il existait 3 villes sur la côte ouest des États-Unis. Des villes construites entièrement sous le sol. Selon cette légende, il y a 5000 ans, une pluie de météores s'est abattue sur Terre. Les hommes lézards se seraient réfugiés sous terre. Ils auraient creusé un réseau de galeries se trouvant sous l'actuel Los Angeles. Toujours d'après la légende, les hommes lézards auraient creusé de vastes pièces permettant d'accueillir des milliers de familles grâce à une technologie avancée et à un processus chimique permettant de creuser la roche. Warren Schoffelt a obtenu l'autorisation de la ville d'effectuer des fouilles pour trouver ces galeries. Nul doute que les autorités locales étaient très intéressées par les gisements d'or censés s'y trouver. L'ingénieur creuse alors un puits de 170 mètres après s'être engagé à céder 50% de son éventuel trésor à la ville. Warren Schoffelt était un excellent ingénieur des mines. Manifestement, il avait des contacts au Los Angeles Times. Le journal a suivi de très près ses aventures. Cette histoire a littéralement captivé le grand public. Après avoir passé un mois à creuser en vain, Warren Schoffelt et son équipe sont à court d'argent. Ils n'ont d'autre choix que d'arrêter les recherches. Mais la rumeur de l'existence de ces galeries persiste. On nous parle d'une